Bonjour, bienvenue au symposium AREA. Nous sommes le 20 mai 2008. Nous sommes à l'université Paris Diderot, Paris 7, sur le campus de Jussieu, dans la salle de visioconférence 04. Nous allons vous présenter comme sujet Paris russe et avant-garde, la baronne d'Oettingen. L'intervenante sera Janine Varnaud, écrivain, journaliste, qui va nous parler aussi, dans son livre, du douanier Rousseau, d'Apollinaire, de Modigliani, de Picasso, de Zadkine, Léger, Blaise Cendrars, Ferrat, Soffici, on prononce comme ça, Soffici? Oui. Survage, Mas Jacob, Archipenko et Braque, qui faisaient partie de l'environnement de cette fameuse baronne d'Oettingen. Baronne d'Oettingen, sujet sur lequel Janine a travaillé en fait depuis quelques 20 ans, en accumulant recherches, photos, pour parvenir à ce livre magnifique que vous allez voir et qui est en cours de publication, qui va être montré en avant-première. Oui, c'est vraiment. C'est aujourd'hui. Ici, c'est le jour de l'avant-première. Hein. Ouais. Alors, je remercie Gilles Bersol, Jacques Châtelot, Bruno Bourret, Nicolas Menser, grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui. Et je suis Lise Cormery de l'Université de Paris 7. Donc, Janine Varnaud va nous parler de la baronne d'Oettingen et je vais vous montrer par la même occasion ce magnifique livre. Bon, d'abord, le titre a changé. Le titre réel, c'est « Chez la baronne d'Oettingen, Paris russe et avant-garde ». Alors, qui est cette femme et comment je l'ai rencontrée? J'ai écrit un livre sur la ruche qui est apparu en 78, donc c'est pas hier, et j'ai vu que Soffici, qui est un peintre italien, un des premiers pensionnaires de la ruche, vous savez, la ruche était près de Montparnasse et abritait tous les artistes réfugiés, tous les artistes qui n'avaient pas les moyens d'avoir un atelier. Bon, alors, Soffici arrive à la ruche et qui vient le voir? La baronne d'Oettingen, une femme couverte de bijoux et de fourrures dans un endroit le plus pauvre possible qu'on appelait la Villa Médicis de la misère. Je me dis, mais qui est cette femme? C'est tout de même étrange. Donc, j'ai cherché à mieux la connaître et j'ai abouti maintenant à avoir écrit ce livre qui est à la fois, je dirais pas le roman, mais la vie de cette femme qui était peintre, comme vous voyez une de ses peintures, peintre, écrivain, poète, et qui doit qu'on puisse la connaître beaucoup grâce à Apollinaire et les soirées de Paris. Bon, alors reprenons cette femme. Cette femme, elle est, je dirais, à la fois sexy et pathétique. Ça, c'est son autoportrait. Et c'est une femme qui a vécu les choses les plus extraordinaires, qui a toujours voulu garder le secret de tout ce qui l'entourait. Et en fait, elle voulait être connue et en même temps, elle ne voulait pas être vue. Donc, c'était pas facile de la cerner. J'ai eu quand même beaucoup de mal à la cerner. Et cette femme, sexy et pathétique, comme j'ai dit, était une femme russe. L'image ne colle pas du tout, là. Laisse-la où elle était. Oui, d'accord. Le portrait. Oui, d'accord. C'est une femme russe, riche, et qui avait des dons extraordinaires, et qui se montre là sous vraiment le jour qui est le vrai jour d'elle-même,
c'est-à-dire angoissée à mort et en même temps qui veut arriver. Elle est à la fois séductrice et elle veut arriver à être connue. Voilà, la base du livre est là-dessus. Alors, donc le premier chapitre, c'est l'école de Paris, mais voilà, sa maison, une Russe d'avant-garde. Voilà son appartement, 229 boulevard Raspail, où elle a vécu. Elle est arrivée en 1912 et la photo, là, c'est le balcon et la photo d'à côté, voilà, on voit le balcon, et la photo d'à côté, les soirées de Paris, que elle et son cousin Serge Ferrat a renfloué et a permis à Apollinaire de continuer cette revue qui existait depuis un an et qui périclitait. Et en fait, il fallait 200 francs pour qu'elle continue. Et c'est la baronne et son cousin Serge Ferrat qui ont apporté les 200 francs. Donc, à partir de ce moment-là, elle devient une reine de Paris par son salon, parce que tous les collaborateurs de ces soirées de Paris, qui s'appellent Picasso, Braque, voilà, alors on les voit tous les uns à côté des autres, là, Serge Ferrat et la baronne, et là, au-dessus, il y a Blaise Cendrars, il y a Survage, il y a Ortiz de Zarate, bon, on voit Apollinaire, Irène Lagutte, enfin, c'est le monde dans lequel elle vivra, et Picasso et Mac Jacob, les futuristes, Archipenko, Marcoussis et sa femme. Donc voilà le monde dans lequel elle va vivre et elle va permettre à ces artistes, qui sont pour la plupart encore très pauvres, sauf peut-être Picasso, mais là nous sommes quand même en 1913. Et cette réunion, c'est sa gloire parce que la voici, devant le piano, habillé par Poiret, et elle a ce charme qui fait que finalement tous ces grands hommes qu'elle reçoit, tous ces créateurs, eh bien ils sont très contents de venir là parce qu'ils trouvent une certaine chaleur. Les plus pauvres, comme elle dit, comme Modigliani, Mac Jacob et Ortiz de Zarate, elle leur fait des sandwichs au roast beef, elle fait des petits fours pour d'autres, enfin elle a son monde. Et en fait, dans cet appartement, enfin une des attractions les plus grandes, c'est qu'elle a une collection du douanier Rousseau. Donc elle a acquis La Noce et bien d'autres, une dizaine, et acheté à bas prix, parce que le douanier Rousseau ne vendait pas très cher ses toiles par rapport à ce que ça représente maintenant. Donc, le douanier Rousseau est très important pour elle, parce que elle aime le douanier Rousseau, elle le cocotte, elle l'invite chez elle, etc. Mais en même temps, quand les finances commenceront à disparaître parce qu'il y a la révolution de 1917, eh bien, elle vendra ses Rousseau. On y viendra bientôt. Donc, ça, c'est l'Acerba, un tableau de Serge Ferrat, cubiste, qui est très important, et en même temps, il représente ce journal futuriste où la baronne a écrit ses premiers articles. Elle a écrit dans l'Acerba, grâce à Soffici, elle a écrit dans les soirées de Paris, grâce à Apollinaire. Donc c'est le début de sa carrière d'écrivain, auquel elle croit, et qui fait que maintenant, elle va peut-être revenir, sortir de l'ombre, mais là, ce sont donc ses débuts. Alors, cette femme russe, ça c'est un dessin de Léger qui faisait partie de la bande. C'était un cubiste, sinon un cubiste,
Et ensuite, nous arrivons donc à cette soirée extraordinaire. Tout le monde part au Dôme ou à la Rotonde, où Blaise Cendrars jouait aux machines à sous, c'était la première fois qu'il y en avait. Et nous arrivons donc à sa... elle reste là. Et voilà sa naissance, complètement... enfin, trouble, parce que bon, elle a écrit le château de l'Étang Rouge, c'est-à-dire sa jeunesse. Et alors, c'est ce château que l'on voit là, et l'étang à côté, c'est en Russie, à la frontière, c'était la petite Russie, parce que c'était encore un peu la Pologne, qui était devenue russe, et il y avait la frontière, et Kiev, de l'autre côté. Donc, elle vit son enfance dans cette atmosphère des temps russes, dans une famille très dure, où elle est très mal vue parce que, en fait, sa mère est comtesse, mais le père est inconnu. Alors, elle s'imagine qu'elle est la fille de l'empereur François-Joseph, parce que sa mère allait à Vienne et que c'est peut-être là où elle a été conçue. Mais il y a le livre, qui est un roman extraordinaire, et puis il y a quand même la réalité qui apparaît dans ce livre. Alors voilà le château, c'est un tableau de Survage. Alors il y a des dépendances, il y a des richesses extraordinaires, agricoles, d'élevage, etc. Mais elle est très malheureuse dans ce château parce que elle est mal vue, parce qu'on ne sait pas qui est le père, d'où vient-elle, etc. Et elle ne le sait pas elle-même. Alors, elle cherche dans les greniers et elle trouve des malles où il y a tout d'un coup, elle voit quelque chose qui pourrait être des souvenirs de ce François-Joseph. Donc, elle continue à imaginer des choses, mais en fait, n'importe comment, on ne sait rien. On ne sait rien. Et c'est ça qui fait aussi un peu d'excitation de savoir qui est cette baronne. Donc, elle reste jusqu'à son adolescence dans le château avec une grand-mère, un grand-oncle, des personnages à la fois Tchekhov et comtesse de Ségur. Et son adolescence arrive et sa mère décide de venir à Kiev. Et à Kiev, elle rencontre un baron. Alors, la photo du baron, c'est un peu plus loin. D'accord. Voilà, le baron. Alors, c'est les premiers hommes de sa vie. Donc, Otto von Oettingen, qui est que vous voyez là, le militaire à Kiev, et elle le rencontre, et elle dit à sa mère, je le veux, le voilà enfant en Russie, je le veux. Bon, alors la mère va poser une petite lettre pour dire, voilà, j'accepte que vous veniez pour voir ma fille. Bon. Alors ça c'est le roman d'amour qui se termine mal, et ça ne dure qu'un an. La page suivante, la voici, et dessous, j'ai eu la chance de rencontrer les enfants de ce baron, parce que j'avais été à la Bibliothèque nationale pour voir la généalogie de Tingen, et en fin de liste, je vois qu'il y a Sergius qui habite à Davis, c'est-à-dire en Californie. Comme je vais en Californie, je demande où est Davis, et de San Francisco, c'était pas loin. Donc je suis invitée par Sergius le fils et Otto le petit-fils, qui me disent « Ah, nous attendons votre livre parce que nous ne savons rien sur cette femme. » Et en fait, c'était la première femme de leur père, mais il n'était pas question de parler de cette femme qui était quand même assez, à leurs yeux, une aventurière. Donc, voilà Davis, le fils et le petit-fils du baron.
Donc, cette auto, ça dure, la voici. Là, maintenant, elle va partir pour Paris, pour d'abord l'Italie avec son frère, et elle rencontre à Florence un homme qui s'appelle Soffici, qui, dans la rue, c'était la période symboliste, à cette époque-là, nous sommes vers 1900 à peu près, et alors ce Soffici découvre cette femme qui traverse la rue et il la prend comme pour un tableau de Botticelli et il la trouve admirable et il la retrouve au café Gambrinus où il y avait l'intelligentsia florentine. Donc voilà encore Soffici qui est un dandy. Et à Paris, lui il va à Paris pour l'exposition universelle, elle est à Paris et dans un vernissage, ils se rencontrent. Vous ici, comment ça se fait, etc. Et elle invite chez elle et chez Serge Ferrat tout ce monde à dîner. Et après le dîner, venez dans mon atelier. Donc, Soffici, Oneleschi, tout ça, ils viennent dans l'atelier. Elle se met nue devant eux. Et puis, elle dit à Soffici, où habitez-vous? Je vais vous retrouver. Et puis, venez. Bon. Et où il habitait, c'était à La Ruche. Donc, ça, c'est Alfred Boucher, qui était le créateur de La Ruche, qui était donc la villa de Médicis de la Misère. Et voilà, La Ruche dans la plaine de Vaugirard, vraiment un tableau de Boucher, mais une première vision de La Ruche. Et elle va voir, elle arrive dans un fiacre, il pleuvait, etc. Bon, elle descend, elle cherche le Soffici, et ils se trouvent, ils peignent ensemble, ils se racontent des... Non, c'est l'autre page. Prends où il y a des petits collants, parce que ça va être trop long, tu comprends, si tu prends toutes les pages. Alors, attends, avant, il y a le... Voilà, alors, là, il y a La Ruche. Ça, on l'a déjà fait, là. Voilà, c'est là, La Ruche. D'accord. Alors, donc, La Ruche. Ensuite, ils peignent ensemble, ils se vont ensemble. Donc, c'est son amant. Ils vont faire des voyages en Italie. Voilà la peinture de Soffici. Et donc, au bout de peut-être 8 ans, et encore, plutôt 5 ans, Soffici en a par-dessus la tête. Il ne la supporte plus, elle est trop russe, trop à la fois Dostoïevski. Alors, ils lisent ensemble des tas de livres. Bon, c'est très bien, mais ils préfèrent rompre. Alors, donc, ils rompent, mais ils resteront amis toute la vie. Alors, maintenant, nous arrivons à Serge Ferrat. Voilà. Alors, c'est lui. Voilà, d'accord. Il y a les petits trucs, autrement c'est trop long. Oui, mais on ne comprend pas. Voilà. Bon, alors, voilà Serge Ferrat. Ça, lui aussi, c'est un dandy. Il est... Tiens, mets-toi à côté. Ce sera plus simple. Il est dandy, il est russe, et c'est l'être qui va vivre... Ben oui, voilà. C'est l'être qui va vivre avec lui, avec elle, toute sa vie. Et c'est à la fois un protecteur, un souffre-douleur. Enfin, c'est l'homme qui a beaucoup de talent, qui est peintre et qui passera du cubisme à différentes tendances, mais qui restera toujours indépendant. Donc, alors ensuite, là, il y a le miracle Rousseau qui arrive. C'est quand elle connaît le douanier Rousseau, qu'elle va à ses petites fêtes, et les petites fêtes de Rousseau, c'était dans son atelier, et il jouait du violon, il y avait des petites pièces, enfin, vous voyez qui est le douanier Rousseau, c'est
à la fois le naïf, et qui en même temps fait des tableaux qui valent maintenant des millions, hein, mais qui était à ce moment-là, avant, il est mort en 1910, et en 1910, il exposait, par exemple, aux indépendants, il était dans le sous-sol, enfin personne, sauf alors Picasso qui a découvert une toile à Montmartre, chez un marchand, et qui a conquis, ce peintre a conquis tous les cubistes. Donc tous les cubistes, et Gertrude Stein, et enfin toute la bande à Picasso, avec Apollinaire, venaient aux petites soirées de Rousseau. Donc elle a acheté des Rousseau, comme je vous l'ai dit au début. Voilà le voici dans son atelier, avec derrière un tableau qui représente la jungle et du doigt du Rousseau pur, dans la mesure où il peignait les petites feuilles, les petits détails, et en même temps c'était le naïf qui a plu aux cubistes. Donc ensuite la baronne va à Venise, et il se trouve que mon père, qui dessinait et qui illustrait ses articles, avait fait sur le futurisme une série de dessins avant et après, Venise avant et après, et ce dessin qui représente Venise, et où vraiment on peut imaginer que c'est la baronne, étant donné qu'elle est nue et qu'elle est à Venise. Et d'ailleurs, elle écrira des articles sur Venise. Alors, donc, elle continue, la voici, par exemple. Je donne plusieurs photos pour vous. Là encore. Vous voyez le genre de femme que c'est, c'est-à-dire une séductrice qui attire les hommes, mais elle les rejette en même temps. Enfin, bon. C'est très compliqué parce qu'au fond, elle a été marquée par cette enfance tellement difficile, et elle le subira toute sa vie. Donc, elle est riche au départ, et elle habite dans un hôtel particulier, boulevard Berthier. La voici, boulevard Berthier, et son chien, Bob, qui jouera un grand rôle dans ses écrits. Et puis là, elle se dit, il faut que j'aille conquérir Montmartre. Alors, donc, la voilà, donc, ensuite, Picasso et Fernande au Café de l'Ermitage. Elle adore aller voir les clowns à Medrano, au Lapin Agile. Là, c'est le Lapin Agile, l'intérieur du Lapin Agile et le dessin de mon père qui correspond. Et puis, il y a Apollinaire et ses amis, qui est un tableau qui est moins connu que l'autre, et où il y a Picasso, Marie Laurencin, Fernand Olivier et Apollinaire. Alors voilà Apollinaire, celui qui acceptera tous ses écrits et avec qui elle verra le maître. Et ce maître, eh bien, c'est donc le directeur des Soirées de Paris, qui est une revue tout à fait exceptionnelle, avec Picasso, Archipenko, Braque, d'avant-garde. C'est pour ça que tout ce monde-là est chez la baronne. Il y a beaucoup de Russes, et il y a l'avant-garde des années 10. Alors, le grand drame, c'est la guerre de 14. La guerre de 14 arrive. Apollinaire quitte Marie Laurencin, et il est avec Rouvert à Deauville, et c'est là qu'il apprend la mobilisation. Alors le voilà en militaire, dans la tourmente. Le voilà dessiné par Picasso. Et cette
dire dans la... Ah, ça y est, voilà. Donc, Picasso le dessine en militaire, et le voilà malade. Donc, dans cette guerre de 14, il y a deux aspects. Il y a les horreurs de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a tous les amis, comme Léger, comme Derain, comme Vlamin, qui sont mobilisés, qui sont au front, qui se battent. Et puis, il y a... et puis Serge Férat lui-même, qui est infirmier et qui raconte à cette baronne toutes les horreurs qu'il voit tous les jours avec les blessés, etc. Alors, il y a tout ce côté de la guerre de 14 tragique qu'elle vit. Et puis, il y a ce ras-le-bol contre la mort qui commence à venir dans les années 16-17 et qui donneront Dada, qui donneront toutes les réactions antimilitaires. Et Apollinaire va écrire les Mamelles de Tirésias, dont on voit là les personnages, qui est une espèce de farce, mais qui en même temps dénonce tous les drames de la guerre, et qui veut à la fois faire rire, et c'est comme une grosse blague. Et ça, c'est l'autre aspect de cette guerre, c'est l'arrière qui se défend de ce drame. Et alors, Serge Férat illustre ces Mamelles de Tirésias avec des très beaux dessins. Donc, on va voir quelques-uns. Alors voilà Mac Jacob, qui est un habitué qui est lui resté à Paris parce que bon, il n'est pas parti pour la guerre, il était pour réformer. Et ce tableau par Marie Laurencin explique dans ce livre explique sa présence auprès de la baronne. Et voilà Apollinaire et Serge Férat. Comme dans un décor de foire. Alors, revoici Hélène de Tingen dans sa plénitude, avec cette photo dédicacée à Survage, et elle va commencer à écrire, et tout est grâce à Apollinaire. Grâce à Apollinaire, elle fait la connaissance de Rémy de Gourmont, et elle va voir 71 rue des Saints-Pères, Rémy de Gourmont, est très attiré par cette femme. Ce dessin a été prêté par Bernard Bois et c'est dédicacé à Apollinaire, et c'est un dessin de Rouvert. Donc ce Rémy de Gourmont dit à Hélène de Tingen: vous devez écrire, vous avez du talent, mais prenez un professeur de français d'abord pour vous apprendre à écrire. Donc ce Rémy de Gourmont a été très précieux pour elle, parce qu'il lui donnait des conseils. Et alors il y a une anecdote assez amusante, parce qu'elle va le voir dans son appartement au 7e étage de la rue des Saints-Pères, et il lui avait dit surtout: enlevez vos chaussures pour monter me voir, parce que à l'étage au-dessus, il y avait sa maîtresse qui guettait les sons au cas où quelqu'un viendrait voir Rémy de Gourmont. Voilà, ça c'est tout. Alors l'autre homme aussi qui a été très important pour lui, ou plutôt pour elle, c'est Pierre-Albert Birot, qui était un ami d'Apollinaire aussi, poète, et dont elle a fait ce portrait, qui est dans l'esprit de son autoportrait d'ailleurs, tout à fait remarquable. Et ils avaient décidé de faire une correspondance entre eux, qui serait publiée et qui est restée inédite, mais qui montre ce que chacun pensait de l'autre. Alors, donc, ensuite, c'est la femme peintre. Et à ce moment-là, elle est beaucoup avec Survage, qu'elle a connu aussi tout à fait au début de l'arrivée de Survage à Paris. Quand Survage est arrivé, il rencontre Archipenko sur le parvis de l'hôtel de ville, et puis Archipenko lui dit: va voir Apollinaire, et
il va montrer ces rythmes colorés qui auraient pu être des dessins animés. Voilà. Mais Gaumont, partant pour la guerre, a renoncé à ce projet. Et donc, voilà le portrait que Survage fait de la baronne, qui est tout à fait à la fois du Survage et en même temps qui en dit long sur la baronne, parce qu'elle est coincée derrière ce fauteuil, elle a ce visage un peu tragique, des yeux à peine ouverts, fardés, avec des bijoux, et elle est enfermée dans la ville, comme c'est les peintres Survage, avec lui qui est son ombre et qui rôde autour de cette baronne. C'est un tableau qui appartient au Centre Pompidou maintenant et qui est particulièrement explicite. Alors, ça, c'est un dessin de Chirico absolument extraordinaire, parce que c'est un dîner chez la baronne. Elle est là, à côté, alors assez autoritaire, à côté de Survage qui lève les yeux au ciel, Picasso qui est un petit homme moqueur, et Ferrat qui tape du poing. Voilà. Et c'est typique des dîners de la baronne parce qu'elle aimait recevoir, donc Picasso en particulier, à qui elle apprenait le russe. Non, c'est plutôt. Oui, à qui elle comment dirais-je, apprenait le russe, parce que Picasso voulait mettre des lettres cyrilliques dans ses natures mortes. Alors, il avait besoin de connaître un peu la langue. Et au-dessus, il y a le fameux tableau de Rousseau qui est dans sa salle à manger, et lui, il est comme un grand-père qui regarde cette famille un peu bizarre. Alors, dessous, il y a le Serge Ferrat et sa femme, non, Survage, et sa femme Germaine. Alors, en fait, Survage était l'amant de la baronne, mais la baronne lui a dit, écoute, avec moi, c'est pas possible, il vaut mieux que tu épouses Germaine, qui était la belle-sœur de Pierre Bertin et la sœur de Marcel Meyer, une grande pianiste du groupe des Six. Et on voit Modigliani très misérable sur la promenade des Anglais. On est toujours en 1917 à peu près. Et voici le portrait de la baronne par Modigliani. Et là aussi, il y a cette expression pathétique qu'elle a. Quand elle était avec Fernand d'Olivier à Montmartre, Fernanda avait dit, elle rit, elle peut être marrante, mais c'est rare. Bon. Et là, ce portrait de Survage est intéressant parce que Survage dit à Modigliani, mais pourquoi tu m'as fait avec un œil fermé? Et Modigliani lui a dit, parce qu'avec un œil, tu regardes le monde, mais avec l'autre, tu regardes en toi. Voilà. Et le portrait de Modigliani, c'était ça. Ça, c'est un des premiers tableaux de la baronne qui signait François Angibou. Elle prenait toujours des prénoms masculins. Alors, c'était Regret pour la littérature, et un Arpieux pour les poèmes, et puis François Angibou pour ce tableau qu'elle expose à la section d'or. Alors voilà plusieurs de ces tableaux. Ça, c'était pour un théâtre de marionnettes. Et elle avait gardé de la Russie ce côté un peu folklorique et surtout de colorisme. Elle avait des couleurs extraordinaires. Et elle faisait beaucoup de choses, des vases, des coussins, des cartons de tapisserie comme ça. Et maintenant, elle commence à avoir une certaine cote. J'espère qu'elle sera. Elle voulait être reconnue, peut-être qu'avec mon livre, elle le sera, je ne sais pas.
Alors, elle a écrit des poèmes illustrés par Picasso, Les chevaux de minuit. Alors, voilà. Un cheval, mais on ne voit pas très bien. Vous avez des tableaux d'elle, je suppose. Comment? Vous avez des tableaux d'elle? Non, Non. non, parce que c'est peut-être que j'en aurais, mais pas non. J'ai un tableau de Serge Ferrat, mais que j'ai parce qu'il y a eu une grande vente chez Briest avec ces peintres-là, enfin Ferrat, Survage et La Baronne. Donc c'est une vente qui a beaucoup bien marché. Alors là voilà plus belle, et voilà un dernier sourire. Un peu moqueur, qui correspond bien à sa réponse à mon livre. Et alors, là, il y a une affiche, là, qui est ce tableau-là. Voilà, vous voyez, voilà, ces tableaux très, très colorés, très, très vifs. Et il y aura la semaine prochaine, donc, à la galerie Slotowski, 20 rue de Seine, une exposition avec ses œuvres, celles de Ferrat et de Survage, et je signerai aussi mon livre. Voilà. Donc, j'espère que vous ferez la connaissance de cette femme qui m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, mais que je ne regrette pas d'avoir écrit. Elle est décédée à quel âge? Elle est décédée à 5 ans, peut-être 75 ans, en 1950. Elle a eu une leucémie pendant 10 ans, parce que c'est une femme qui a eu beaucoup d'ennuis médicaux. Elle a eu du psoriasis, donc des cures thermales à ne plus finir. Elle a eu cette leucémie à la fin de sa vie. Et puis c'est surtout en 1935 où elle a dû quitter cet appartement du 229 rue Raspail pour aller de... C'était l'errance après. Alors elle a été recueillie par ce cousin qui avait un atelier, et puis ensuite, bon, il y a eu la guerre, enfin sa fin a été très pénible, toujours avec ce regret de ne pas être connue, et puis surtout, c'est quand même la révolution russe qui a coupé les vivres, et après, bon, bah, comme je vous disais, c'est quand même le douanier Rousseau qui l'a sauvé, et pour Serge Ferrat aussi, parce qu'il ne vivait pas beaucoup de la peinture. Encore Serge Ferrat faisait des petites choses, mais c'est maintenant. Est-ce que Serge Ferrat est encore coté? Enfin, est-ce qu'il a une... Ah ben, il est coté maintenant, et plutôt de plus en plus, parce que c'est la même catégorie de ces peintres indépendants, solitaires, comme Survage, qui n'a jamais cherché et qui n'avait pas spécialement de marchand de tableaux. Donc c'est un peu la famille qui essaye maintenant de... Pour Sauvage, ben, j'ai écrit un livre aussi sur lui, demandé par la nièce. Sauvage. Enfin, c'est des peintres qui sont, à mon avis, de très grande qualité et qui vont maintenant commencer à sortir de l'ombre. Mais Sauvage, il a peint combien de tableaux? Mais lui, Survage, est peut-être plus coté encore que... Et Ferrat, il est plus coté que Ferrat, Survage. Mais il a peint beaucoup de tableaux, Ferrat. Il a peint très longtemps. Oui, il a peint toute sa vie, hein, et des choses... Il y a la partie cubiste, la partie un peu illustration de livres. Et non, mais tout ça va sortir. Hein. C'est vrai que Sauvage est un nom familier, mais Ferrat, moins. Ferrat, moins. Ouais. Elle a une descendance, la baronne de Tingen. Alors, la baronne de Tingen, elle n'a pas eu d'enfant. Et non, mais il y a des héritiers qui s'occupent de l'œuvre. Donc, c'est bien parti. C'est bien parti. Et je crois que mon livre arrive bien au moment où ça part bien. Et on peut voir ses œuvres où? Les Alors, œuvres de Ferrat. Mais dans quel musée, par exemple? Oh bah, au musée de la ville de Paris, il y en a. D'accord. Il doit y en avoir à Pompidou, mais seulement dans les réserves. Et puis, il y en a un peu partout. Puis, il y a beaucoup de collectionneurs et puis, qui les gardent, finalement. Et puis, bon, les héritiers en ont aussi. Et puis, avec cette vente d'octobre dernier,
il y a eu une diffusion qui Est-ce qu'il y a des questions à poser à Jeannine Varneau? Non. Enfin, il y a beaucoup, il y a à la fois cette femme qui est assez exceptionnelle, et puis l'histoire de l'art des années 10 aux années 30. quoi. Le nom de son cousin. C'était Serge Abstrebzov, le russe, qui a pris le nom de Serge Ferrat. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Je vais poser une question, pardonnez-moi. Je n'ai pas retenu le nom de votre frère. André Varnaud, Ah, d'accord. qui était là en tant que jeune courriériste de Comédia. C'était au fond ses débuts. Et ce courrier, il faisait les petites nouvelles des arts et des lettres. Et il était partout où il se passait quelque chose. C'est comme ça qu'il allait dans ce salon, comme il pouvait écrire sur le bateau Lavoir, sur Montmartre, Et la ruche. sur la ruche aussi. Voilà. Donc, vous avez comme ça une petite idée du personnage. Et puis, à la galerie Slotowski, vous verrez des bons tableaux de chacun. Voilà. Donc je vous remercie. C'était Voilà. Jeannine Alors, Varneau ceux qui sont qui intéressés par le livre. présentait donc son livre chez la Baronne de Tingen, Paris russe et avant-garde, aux éditions Conti. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Donc je vous remercie de votre venue. Nous nous retrouverons le 17 juin à Aréard. Je remercie encore ici Gilbert Sol, Jacques Châtelot, Bruno Bourret, Nicolas Menser, les invités d'aujourd'hui, Bernard Bois, et c'était Lise Cormery de l'Université de Paris 7. Donc je vous dis au 17 juin. Au revoir.